Et alors Laurent, si cette révolution advenait, quoi après alors? Comme je disais tout à l'heure, la différence entre une révolution et une simple révolte, par exemple, une jacquerie, c'est qu'une révolution a un but, elle a pour but, bien sûr, elle a un aspect destructeur au départ, parce qu'elle fiche en l'air ou elle contribue à achever l'effondrement du système qui est mauvais, mais je veux dire, essentiellement, elle bâtit quelque chose. La Révolution française a bâti énormément, et donc il y a toute une pensée derrière. Et curieusement, je suis persuadé que dans le monde actuel, parce que s'il y a une révolution, encore une fois, elle est mondiale, elle ne peut pas être maintenant une révolution nationale séparée, c'est au niveau de la finance mondiale, au niveau de la culture mondiale, les nouveaux universaux propres à la planète actuelle, au niveau de l'écologie, etc., qu'il faut des solutions. Et je suis persuadé que toutes les solutions dans tous les domaines existent déjà. Autrement dit, qu'il y a des gens remarquables dans tous les pays qui ont consacré leur vie depuis 20, 30, 40 ans à réfléchir, à expérimenter à petite échelle locale, etc. Quantité de choses dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, dans le domaine de la culture, de l'art, de la science, de la recherche scientifique. L'école, par exemple, est évidemment entièrement à rebâtir parce qu'elle ne fonctionne pas du tout. Dans le domaine justement financier, il y a des économistes qui ont des idées très précises sur la façon dont il faudrait refonder un système financier qui ne fasse pas n'importe quoi, et ainsi de suite. Donc le monde le nouveau monde à construire, je dirais que tous les morceaux du puzzle sont déjà là. Il faut faire l'image. Et ça suppose évidemment une collaboration énorme entre des talents, donc qui est des réunions des états généraux. Mais à ce propos, je voudrais redire une chose que j'ai souvent dite et à laquelle je crois profondément, c'est que autant la Révolution française s'était fondée, on l'a très souvent dit, sur la vieille séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire, pour que tous les pouvoirs de faire la loi, de la faire appliquer, de mettre les gens en prison ne soient pas entre les mains d'un seul, ce qui est le principe quand même d'une dictature ou d'une monarchie absolue, autant cette séparation des pouvoirs qui est passée dans les mœurs dans toutes les démocraties actuelles, bon, elle est justifiée, etc. Mais autant il faudrait établir maintenant une nouvelle séparation des pouvoirs, également entre trois instances que j'appellerais le culturel, le politique et l'économique. Parce que je suis effaré, je suis extrêmement frappé chaque fois que j'entends les politiques parler de culture, moi qui, comme toi, étais prof et ne suis pas bon en politique et pas très bon en économie, c'est le moins qu'on puisse dire. Au moins, c'est un domaine que je crois assez bien connaître et surtout sentir. Et je suis effaré de voir à quel point les politiques sentent mal ce domaine, sont balourds et ne sont pas compétents dans ce domaine. Et au fond, il n'y a pas à le leur reprocher, parce que nous, on n'est pas compétents dans le leur. Mais en revanche, pourquoi s'arroge-t-il le droit de décider des contenus de la culture? Par exemple, je pense profondément qu'aucun politique ne peut savoir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas enseigner dans les écoles. Ça n'est pas leur rôle. En revanche, qu'ils aient un rôle pour encadrer l'organisation des écoles par rapport à la société globale, ça c'est autre chose. Et donc je pense vraiment qu'il faudrait que ces trois instances, les gens de culture, les gens de la politique, les dirigeants et les gens du secteur économique et de la production soient en dialogue et en négociation permanente les uns avec les autres, mais pas confondus. Et la culture, encore une fois, ce sont aux gens de culture, ce sont aux artistes, aux scientifiques, aux enseignants, à ces gens-là, dans certaines sociétés aux prêtres s'il y en a, de dire de quoi ils retournent. Mais c'est encore une fois pas le rôle des gens de l'économie et de la politique. Aujourd'hui, on a l'impression que comme justement la finance a bouffé tout le reste, c'est finalement en dernière instance la finance qui décide des contenus de la politique et des contenus de la culture. C'est forcément un mot absolument détestable. Donc, trois talents différents, trois énergies différentes qui doivent apprendre à composer les unes avec les autres en se respectant mutuellement. Et je pense que les gens de culture devraient s'organiser, si je puis dire, pour être une force, non pas assistée par les politiques, mais sur un pied d'égalité qui négocie avec eux ce qui est de leur ressort de compétences. Par exemple, reconstruire un système scolaire, ce qui est absolument nécessaire. Je ne vois aucun politique qui puisse avoir des idées intelligentes sur la question. Je me rappelle trop une certaine politicienne française dont je dis hypocritement que je cache le nom, qui disait avec un sourire béat: nous avons réussi la massification de l'école. Moi, j'enseignais à Nanterre à l'époque, et chaque jour, j'essayais individuellement de jouer un rôle d'éducateur par rapport à des personnes précises qui étaient en face de moi. Et cette idée de massification de l'école et de surcroît de la réussir, c'est-à-dire de considérer l'être humain exactement comme on considère le poulet en batterie ou les porcs dans les élevages bretons ou bien l'objet de série industrielle, c'est absolument détestable, inacceptable pour les gens de culture. Donc c'est à nous, les gens de culture, de représenter la force de ce secteur qui est un des trois secteurs fondamentaux de la société. C'est drôle, ça rejoint
les vieilles théories de Dumézil sur la société tripartite, qui est indo-européenne, je ne sais quoi, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose là de fondamental. Il faut retirer la culture aux politiques et aux responsables de l'économie. Il faut traiter avec eux, il faut leur tenir tête, il faut négocier avec eux, mais ce n'est pas à eux d'en décider. Pour les prochaines élections, alors tu vas voter? Mais d'abord, ça m'amuse que les élections françaises dont tout le monde parle ici tombent en 2012, c'est-à-dire cette date fatidique qui fait croire à tous les croyants en l'Apocalypse que 2012, fin du calendrier Maya ou je ne sais quoi, est synonyme d'une catastrophe, etc. C'est d'ailleurs assez amusant parce que, comme à l'époque de l'ère du Verseau et du New Age, nous, dans notre jeunesse, il y avait dans ces naïvetés, ces théories naïves, une chose vraie, métaphoriquement, c'est qu'en effet, on est à la fin d'un cycle, la fin d'une civilisation, on est dans une mutation globale et à l'aube d'un autre système. Alors, évidemment, 2012 ne sera pas la fin du monde, mais si ce serait étonnant que 2012 soit le début, justement, d'un processus d'états généraux de la planète. Alors, d'abord, les élections françaises, je me dis toujours, au rythme où vont les choses, c'est quand même dans longtemps, dans plusieurs mois, d'abord, est-ce qu'on va les atteindre? Ou est-ce qu'avant, il y aura des mouvements de rue ou je ne sais quoi, ou des mouvements sociaux qui interrompent le jeu politique légal et normal? Ça, c'est la première chose. Et alors, si ces élections ont lieu, alors est-ce qu'on vote, est-ce qu'on ne vote pas? Bon, moi, je ne crois à aucun des candidats qui est réformiste, c'est-à-dire qui pense simplement trouver des solutions pour permettre au système tel qu'il est de perdurer, même en l'améliorant un petit peu. Je ne crois pas aux riches qui veulent donner un peu plus de leurs impôts parce qu'ils ont tout simplement peur que ce système financier s'effondre et qu'ils veulent quand même le conserver. Donc, les politiciens réformistes, et que ce soit les gens de droite ou que ce soit les gens de gauche, à partir du moment où ils proposent des solutions pour améliorer le système actuel de l'intérieur, ce sont des réformistes. Très sincèrement, je n'y crois pas. Je veux bien admettre leur bonne volonté. Là. Bon. Alors, ça pourrait pousser ça à ne pas voter. Mais si je votais, je dirais, j'aurais tendance à dire qu'il faut voter, ou si je donnais un conseil de vote, j'aurais tendance à dire qu'il faut voter pour un bon Louis XVI. Et j'appelle un bon Louis XVI un personnage, non pas falot, parce que Louis XVI n'est pas forcément aussi falot qu'on a l'air de le dire, mais qui est quand même un assez brave homme, et qui, en cas de révolution populaire, quand les gens descendent dans la rue et disent ça suffit, au lieu de leur envoyer les chars et l'armée ou la police très brutalement, comme ferait Bachar al-Assad et certaines personnes très autoritaires et très orgueilleuses, diraient ben, en effet, mes concitoyens, discutons et organisons des états généraux. Autrement dit, quelqu'un qui réagirait à un mouvement de foule plutôt par la négociation et par la discussion que par la force de la répression. Et donc, s'il y a un candidat de ce type parmi les candidats réformistes, je conseillerais de plutôt lire celui-là par prudence. Pour le jour, les choses pourraient aller en effet mal. Et oui, il vaudrait mieux ne pas avoir des chars devant soi. Non.